in the canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre immense, une espèce d'encyclopédie, un livre monstrueux qui s'appelle Effets spéciaux, SFX, Effets spéciaux, 2 siècles d'histoire. C'est édité chez Bragelonne et c'est une édition qui existe depuis 2015, donc qui a été souvent augmentée. Et son auteur, c'est Pascal Pinto. Et je voulais juste remercier énormément un certain Guillaume Agard, parce que c'est grâce à lui qui m'a fait découvrir votre œuvre. Et c'est sous ses bons conseils que je vous ai contacté. Donc, je le remercie. Et puis je remercie surtout Pascal parce que cette émission devait se faire depuis très très longtemps. Il y a eu beaucoup d'annulations de ma part, j'en suis désolé. D'autant plus que, comme je lui avais dit, je ne pourrais pas lire le livre dans son entièreté parce que c'est plus de 850 pages et donc pour la première fois, je l'avoue, c'est un livre. Il m'a conseillé quelques lectures à l'intérieur du livre, donc c'est ce que j'ai fait. Mais il faut savoir que voilà, le livre n'a pas été entièrement lu et je m'en excuse et je le remercie. Je remercie pour sa compréhension. Bon, comment allez-vous? Très bien. Bonjour, bonsoir alors. Ravi d'être en votre compagnie. Bon, première question très simple, très basique. Alors, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment, le lien qui renvoie directement à la page dédiée du livre si vous voulez vous le procurer. Et moi, j'aimerais vous poser une première question qui est très, très simple, qu'on a dû vous poser des centaines de fois, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre quelques années de votre vie pour écrire ce livre? Que s'est-il passé? Alors, le premier choc, ça a été quand j'étais petit. Je regardais à la télévision une émission qui s'appelait La séquence du jeune spectateur. Je fais partie des boomers, hein, j'ai 62 ans, donc c'est une émission assez ancienne. Mais il faut s'imaginer qu'à cette époque, il n'y avait absolument jamais de film fantastique ou de science-fiction à la télévision française, ou alors c'était une exception au milieu des westerns et des films policiers, etc. Bon. Et donc dans cette émission, tout d'un coup, je vois une séquence dans laquelle des marins courent sur une plage et sont poursuivis par une statue colossale qui doit mesurer une bonne 50aine de mètres de haut. Alors évidemment, je suis sidéré par ces images. Il y a une musique très impressionnante à base de percussions de tambour. Et je demande à mes parents, mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est fait, etc. Alors, ils étaient bien incapables de me dire comment. Et je dirais qu'à partir de là, j'ai eu envie de savoir comment c'était fait. Et ce film, donc, qui en fait s'est avéré être Jason et les Argonautes, avec des trucages réalisés image par image par Ray Harryhausen, a été une espèce de talisman tout au long de ma vie parce que non seulement il m'a donné envie de faire des effets spéciaux, et donc j'ai débuté ma carrière en faisant des effets spéciaux, de maquillage et en construisant des maquettes. J'ai travaillé notamment sur l'émission Temps X dans les années 80, dont je faisais des maquettes de vaisseaux spatiaux, les maquettes du générique notamment. J'ai fait des effets spéciaux pour des spots publicitaires. Puis j'ai mis en scène une attraction pour un parc qui s'appelait Mirapolis sur le thème de Léonard de Vinci avec des robots que j'ai contribué à concevoir. J'avais fait donc écrit des spectacles et mis en scène. Et surtout, j'ai continué à rencontrer les gens qui m'avaient passionné pendant mon enfance. Et j'ai eu le privilège non seulement de rencontrer Ray Harryhausen chez lui, mais d'entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire son atelier dans lequel il conservait dans des vitrines les personnages de tous ces films qui avaient à peu près bien franchi le cap des années, parce que avec leurs armatures en métal et surtout leur corps en mousse de latex, la mousse de latex est un matériau qui se dégrade avec le temps, et donc certaines d'entre elles étaient en train de vieillir prématurément. Mais j'ai quand même pu rencontrer Talos, donc le fameux géant de bronze de cette séquence de Jason et les Argonautes qui m'avait tellement frappé. Et j'ai un talisman chez moi qui est cette photo souvenir de moi avec Ray Harryhausen et Talos, qui est une des photos vraiment importantes de ma vie, quoi. Voilà. Et ça ne vous a jamais, je veux dire, le cinéma, vous avez toujours perçu le cinéma à travers par le prisme des effets spéciaux, du bricolage, de l'artisanat.
C'est quelque chose qui a toujours été votre sacerdoce, comme on dit? J'ai toujours aimé le cinéma fantastique et la science-fiction, mais je dois dire que ce qui me plaît surtout, c'est quand quelqu'un est capable de bien me raconter une bonne histoire. C'est-à-dire que je vais m'attacher à la qualité de la narration visuelle, à la mise en scène, aux acteurs, mais je n'oublie jamais que les héros dont on ne parle jamais sont souvent ceux qui se trouvent en coulisses, et ce sont les chefs décorateurs, les créateurs de design, les créateurs de costumes, les chefs accessoiristes, les maquilleurs, parce que dans les médias, généralement, ce sont les réalisateurs et les vedettes de cinéma qu'on interviewe, et jamais les gens qui créent l'univers d'un film. Et ça m'a toujours paru extraordinairement injuste. Puis je dirais que la deuxième caractéristique de mon bouquin, et c'est pour ça que je l'ai appelé Effets spéciaux, 2 siècles d'histoire avec un S, c'est qu'il s'agit des histoires racontées par tous les gens qui ont créé ces films, qui ont créé ces séries télé, ces maquillages, ou ces attractions de parc à thème, puisque ça déborde du cinéma à chaque fois dans des chapitres dédiés. Et donc, ça me permet de leur rendre hommage parce qu'ils l'ont vraiment amplement mérité. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, même quand on feuillette le livre et qu'on ne l'a pas lu entièrement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et ça, on va parler après de la structure du livre. Mais parmi les nombreuses choses que vous m'avez conseillé de lire en priorité, pour comprendre un peu tout ça, il y avait les conversations avec 4 personnes. Il y a Ray Harryhausen, il y a Douglas Trumbull, Dick Smith et Rick Baker. Alors déjà, première question, pourquoi ces 4-là? Fallait les lire. Pourquoi vous m'avez conseillé de m'attarder sur ces 4 conversations? Qui ne veut pas dire que les autres, enfin que le reste est anodin, pas du tout. Mais pourquoi ces 4-là? Parce que ce sont 4 géants des effets spéciaux au cinéma, des personnalités très fortes, des créateurs dont on pouvait à chaque fois reconnaître instantanément le style en voyant les films auxquels ils avaient collaboré. Parmi donc, tous ceux que vous venez de citer, donc, Ray Harryhausen, c'est une espèce de mentor qui m'a ouvert les portes du cinéma fantastique, et c'était en plus quelqu'un qui est devenu un ami et qui était extrêmement gentil, généreux, toujours sympa avec ses fans. Douglas Trumbull, c'est vraiment quelqu'un qui a traversé toute la science-fiction au cinéma d'une manière incroyable, puisqu'il a débuté tout jeune, alors qu'il avait à peine 20 ans, sur le 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick, pour lequel il a créé des trucages qui n'existaient pas auparavant, en étant toujours encouragé par Kubrick, qui le poussait à innover. Et puis, Rick Baker est aussi un très, très grand du fantastique. Il a été, on parlait de Dick Smith, vous citiez Dick Smith, il a été l'apprenti de Dick Smith, et à eux deux, Dick Smith par exemple a été le maquilleur du Parrain, de l'Exorciste, il a créé des vieillissements absolument sidérants au cinéma, il a été un pionnier dans cette catégorie-là, et Rick Baker a créé des tas de maquillages extraordinaires et beaucoup de personnages fantastiques extrêmement originaux, qu'on a pu voir notamment dans Men in Black, dans Harry L. Anderson, il avait fait un Bigfoot absolument génial pour ce film, et dans des tas d'autres films. Voilà. Donc, ce sont des gens qui étaient des vrais artistes complètement impliqués dans leur travail. Heureusement, Rick Baker est encore avec nous, mais les autres nous ont quittés. Et leurs anecdotes sont extraordinaires parce que comme vous avez pu le constater en lisant les confidences de Rick Baker, on apprend à quel point il a pu littéralement changer par son implication et parce qu'il a été capable de démontrer à la production, il a changé le contenu de certains films. Et ben c'est là ma question, c'est là où je veux en venir. C'est que est-ce que à l'époque, par exemple pour Ray Harryhausen, est-ce qu'à l'époque ils étaient considérés comme aussi des auteurs à part entière, ou est-ce que ça a mis un temps fou, et comment c'est aujourd'hui le rapport? Parce qu'il parle de art méconnu, ça m'a frappé ça. Est-ce qu'on peut parler d'art méconnu? Pourquoi on parlait d'art méconnu à l'époque, le rapport à l'auteur, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Alors, art méconnu, parce que
déjà, les studios ne voulaient pas qu'on révèle les méthodes utilisées pour tourner leurs films. Quelquefois même, ils déployaient des ruses assez insensées. Au moment où le premier King Kong de 1933 est sorti, la RKO, qui n'avait pas envie qu'on recopie les recettes de son énorme succès, avait fait circuler des fausses informations dans certains magazines. Ce qui fait que des magazines qui apparemment, enfin, habituellement, je veux dire, publiaient plutôt des choses correctes, ont reproduit des informations volontairement faussées par le studio pour semer, entre guillemets, les techniciens qui auraient voulu imiter les techniques de Willis O'Brien qui avait animé King Kong image par image, créé des décors de jungle miniature extraordinaires, etc. Bon. Donc, pour ce côté art méconnu, il était entretenu parfois par les studios. Et puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, la tradition dans les journaux de cinéma, ça a souvent été d'interviewer les metteurs en scène et les acteurs, et beaucoup moins les techniciens. Un peu les chefs opérateurs, c'est venu un peu plus tard, mais les techniciens étaient souvent dans l'ombre, sauf s'il y avait de temps en temps le département publicitaire d'un studio qui avait envie de faire des photos amusantes avec une vedette en train d'être maquillée dans la loge de maquillage, comme par exemple à l'époque de La Planète des Singes, où on a pu voir quelques photos étape par étape de la transformation des acteurs qui jouaient les chimpanzés principaux du film, les gorilles. Voilà, donc tous ces créateurs, maquilleurs, maquettistes, concepteurs d'effets visuels, malheureusement, n'étaient pas du tout considérés comme des auteurs. Et pourtant, c'était clairement le cas. Je pense que la raison pour laquelle on parle des films de Ray Harryhausen, oui, en enjambant allègrement tous les réalisateurs qui ont travaillé avec lui, c'est parce que Ray dessinait les scènes principales de ses films, que les scénarios de ces films étaient réalisés d'après ses illustrations. Ensuite, comme il était coproducteur, il choisissait les metteurs en scène qui devaient suivre sa vision. Il était présent sur le tournage, il donnait des indications aux acteurs qui allaient combattre plus tard ces créatures qu'il allait ajouter image par image. Et on peut vraiment dire que ces films, de A à Z, étaient ses créations et qu'il était un véritable auteur. Mais le système dans lequel il était, les studios avec lesquels il travaillait, l'état d'esprit de l'époque faisait que personne ne l'a jamais considéré comme un auteur jusqu'à, on peut dire, une quinzaine d'années, où quand même avec les packs vidéo, on a commencé à voir surgir des collections Harryhausen chez différents éditeurs, parce que le rapport de création était évident entre tous ces films. Voilà, bah, c'est marrant. C'est marrant parce que, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Pascal, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que Ray Harryhausen est considéré pour le coup vraiment comme un auteur. Moi, je pensais même, je pense dans les années 90, si je ne me trompe pas, mais après, vous n'en savez plus que moi sur ça. Est-ce que oui, pour les fans, oui, et même, je veux dire que déjà dans les années 70, il était déjà une des, entre guillemets, des grandes vedettes dans le domaine des trucages. Très souvent, les magazines spécialisés, notamment aux États-Unis, lui consacraient des numéros spéciaux, et les magazines, les fans, les journalistes le reconnaissaient comme l'auteur qu'il était. Par contre, c'est les studios, puisque les studios fonctionnaient encore avec le système de, voilà, on sélectionne d'abord un scénariste, on lui envoie, on le met sur la piste d'un sujet, on cherche ensuite un réalisateur qui va apporter sa vision sur le script, et c'est la raison pour laquelle Harryhausen a dû être le coproducteur de ces films et travailler toujours avec le même producteur, Charles Schneer, tout au long de sa carrière, et fonctionner avec des petits budgets parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le système de studio qui était complètement étranger à sa manière de faire. Ce rapport, vous parliez de fans, parlons, on va, disons, enfin, peut-on dire communauté, à partir de quand exactement cet élément de mise en scène que sont les effets spéciaux, à partir de quand il y a pu y avoir des communautés comme ça de spectatrices et spectateurs qui se sont tellement attachés à cela que ça a créé des communautés, pas forcément des groupes de fans, mais vraiment qu'il y ait eu des projets même autour des fanzines qui ont été créés par rapport à ça. C'est à partir de quand que ça a été vraiment considéré comme un élément de mise en scène important? Alors, des magazines américains
très importants comme Famous Monsters of Filmland, qui a été créé par Forrest J. Ackerman dans les années 60, ont été vraiment déterminants. Famous Monsters, c'est ce magazine dont les couvertures sont restées célèbres parce qu'ils mettaient en couverture les créatures, par exemple du monstre de Frankenstein, du loup-garou créé par le maquilleur Jack Pierce. Et à chaque fois que ces films étaient le sujet de dossiers dans Famous Monsters, Forrest J. Ackerman, qui connaissait tous ces gens, et qui collectionnait lui-même dans sa maison des éléments réels de ces films, des accessoires, des masques, des prothèses, citait ses créateurs. Et donc, pour toute une génération de cinéastes comme Joe Dante et beaucoup d'autres, Famous Monsters a été vraiment un magazine qui leur a permis d'aller au-delà, dans les coulisses, au-delà de l'écran, dans les coulisses des films, et de découvrir tous les gens qui avaient fabriqué ces choses qui les avaient fascinés. Inventer ces personnages, donner naissance à des créatures animées image par image. Et donc, à partir des années 60, grâce à Famous Monsters, les coulisses ont été mieux mises en valeur, et ses créateurs aussi. Et puis après, dans les années 70, des magazines comme Starlog, par exemple, magazine américain de science-fiction, faisait sa couverture régulièrement sur les effets spéciaux, avec des numéros spéciaux consacrés à Star Wars, qui venait tout juste de sortir, à la série télé Cosmos 1999, dans laquelle il y avait les interviews des maquettistes et de Brian Johnson qui ont créé les effets visuels. Et voilà, et donc du côté donc, des amateurs et des fans et des cinéphiles, la presse spécialisée a joué un rôle formidable pour braquer les projecteurs, non plus vers les stars, comme d'habitude, mais vers les gens qui œuvraient en coulisses. J'ai l'impression, mais je sais que je me trompe, hein, donc délibérément, je vous pose une question provocatrice. Donc, mais j'ai l'impression que c'est très souvent lié, tout ça, à une industrie bien précise, qui est l'industrie américaine hollywoodienne. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, pour une question de moyens. Pour une question de moyens. C'est vrai que les effets spéciaux, surtout quand ils sont très sophistiqués, coûtent de l'argent. Et donc, il faut avoir le budget qui permet de concrétiser des sujets ambitieux. Par exemple, il y avait qu'aux États-Unis qu'on pouvait imaginer d'adapter au cinéma le roman pourtant français de Pierre Boulle, La planète des singes. Dieu sait si Pierre Boulle était déjà connu à l'époque, puisqu'il avait aussi signé Le Pont de la rivière Kwai. Donc, vous savez que c'était un auteur dont les idées étaient géniales et qu'elle pouvait créer de grands succès au cinéma. Mais sans le soutien et l'implication de Charlton Heston, qui s'est déclaré partant pour tourner des tests pour le studio, sans des maquilleurs comme John Chambers, qui a développé le design des singes en plusieurs étapes, avant d'arriver à celui qu'on connaît et qui a créé en grande partie le succès des films, eh bien, tout ça n'aurait pas pu voir le jour. Donc, oui, il y avait déjà une présence du fantastique et de la science-fiction beaucoup plus importante dans le cinéma américain que dans les autres cinémas du reste du monde, avec des budgets bien supérieurs, et c'est ce qui a fait que ça s'est surtout développé là-bas. Ça s'est aussi développé en Angleterre, puisque beaucoup de films américains étaient tournés en Angleterre, et notamment les grandes franchises type Star Wars, Alien, les Superman, les Batman, etc. Et donc, il y a toute une industrie et beaucoup d'artisans anglais qui ont eu accès aussi à ces budgets américains, puisque ces films américains étaient tournés en Angleterre. Et puis, il y a aussi une tradition très forte de séries fantastiques et de science-fiction en Angleterre, avec des séries comme, évidemment, les iconiques Thunderbirds, les Sentinelles de l'air, ou Chapeau blanc et bottes de cuir, etc., où les effets spéciaux étaient présents, et puis à la télévision aussi Doctor Who et beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est intéressant de savoir quand est-ce que la télévision a commencé à s'en emparer de ça, de la culture des effets spéciaux. Comment, à partir de quand ça a été réellement pris au sérieux? Est-ce que ça a été fait d'emblée? Comment on peut l'expliquer? Alors, c'est arrivé assez tôt parce que qui dit télévision dit programme pour tous les âges. Et assez rapidement,
comme d'ailleurs à la radio, puisque évidemment les réflexes de la radio ont été transférés à la télévision. C'était souvent d'ailleurs les mêmes stations et les mêmes professionnels qui passaient d'un registre à l'autre. Donc il a fallu assez vite à la télévision imaginer des programmes pour les enfants. Et pour les programmes pour les enfants, on a tout de suite pensé à la science-fiction et à des personnages emblématiques comme Superman, puisque la première série de Superman est née dans les années 50 avec des effets spéciaux très simples, d'incrustations assez primitives, d'accessoires comme des pistolets fabriqués en plomb que l'acteur qui jouait Superman pouvait tordre aisément, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu voir à la télévision assez vite des effets spéciaux. On a aussi fait appel aux gens qui travaillaient pour le cinéma pour fabriquer des créatures, pour des séries comme par exemple Au-delà du réel, dans lesquelles dans chaque épisode il y avait un monstre plus invraisemblable que celui de la semaine précédente. John Chambers aussi, dont je parlais pour La planète des singes, a travaillé sur des séries comme Mission Impossible. Il a participé notamment à ces fameux effets de masques qu'on retire comme ça, dans la série. Et puis, bon, sont venus ensuite des séries comme Star Trek avec des effets optiques, des effets sur pellicule pour faire voyager l'Enterprise dans l'espace. Et puis, bon, voilà, il y a eu un transfert de savoir progressif des effets spéciaux du cinéma vers la télévision, en utilisant justement le savoir-faire de gens qui étaient extrêmement pointus pour pouvoir aussi s'adapter au budget disponible à la télévision. Parlons du livre. Première question, comment vous avez pensé la structure du livre? Alors déjà, je voulais éviter de tomber, entre guillemets, dans le panneau de n'écrire un bouquin que sur les effets spéciaux du cinéma. Parce que, comme on vient d'en parler à l'instant, oui, les effets spéciaux sont... Et donc, j'ai tout de suite voulu d'abord que ce soit une structure explicative, mais à chaque fois que viennent jalonner dans chaque chapitre des interviews avec les plus grands spécialistes du genre, enfin de ces métiers. C'est pour ça qu'il y a plus de 160 interviews ou propos de ces artistes et techniciens reproduits dans le livre. Et donc l'idée, c'est que on raconte les trucages, mais ensuite on passe à des questions-réponses avec ces grands créateurs pour le côté aventure humaine. Et donc, la structure, c'est très simple dans chaque chapitre, puisque le cinéma, la télévision, le cinéma d'animation, le maquillage et les attractions des parcs à thème ont chacun leur chapitre dédié. Donc, tout est raconté dans l'ordre chronologique et au fur et à mesure que les années défilent, eh bien, on voit les intervenants qui arrivent, on voit Douglas Trumbull qui parle de toute sa carrière de 2001 jusqu'à ses derniers projets. On arrive à Harry Harryhausen, etc. Enfin, voilà. Toute la structure du bouquin est chronologique. Et il y a un petit code couleur pour chaque chapitre qui permet rapidement d'aller du côté de la télé, du côté de l'animation et des parcs à thème. Et juste sur ce domaine-là, ce qui est intéressant aussi dans les effets spéciaux de parcs à thème, c'est que beaucoup de gens qui ont travaillé pour le cinéma ont également transféré leur savoir-faire pour des mises en scène complètement immersives, puisque les gens qui sont dans les parcs à thème voient des choses devant eux, en direct. Ils sont dans un environnement dans lequel il a fallu trouver de nouvelles méthodes de mise en scène pour raconter des histoires, puisque dans ce dispositif, ce sont les gens qui sont leur propre caméra et qui regardent là où ils le veulent. Donc, il faut trouver des astuces pour diriger leur regard, pour raconter un récit en plusieurs scénettes, etc. C'est pas un hasard si c'est un pionnier de l'animation et quelqu'un qui a toujours voulu innover comme Walt Disney, qui a vraiment créé la base du parc d'attractions moderne avec Disneyland et avec des personnages animatroniques qui ont été vraiment une révolution dans les années 60, puisque à cette époque-là, ça n'existait pas encore au cinéma. Donc, il a réussi à utiliser le savoir-faire de ces artistes des studios d'animation pour passer de l'animation en 2D, des dessins animés, à l'animation tridimensionnelle
Et il a vraiment voilà, innové dans tous les domaines avec ses artistes et ses techniciens. Combien de temps vous avez mis pour le faire, ce bouquin, combien de temps vous avez mis aussi pour réaliser tous ces entretiens? Alors, c'est le fruit de 30 ans de travail, en fait. Voilà. 30 ans de travail et beaucoup, beaucoup de reportages dans lesquels j'ai rencontré, au cours desquels j'ai rencontré ces gens, et j'en ai profité puisqu'il y avait des relations de confiance qui s'étaient établies pour prendre des photos dans leurs ateliers, ce qui est très, très difficile à faire. Et voilà, et puis beaucoup d'entre eux m'ont ouvert leur photothèque. C'est le cas notamment de Douglas Trumbull, qui est allé puiser dans ses archives personnelles, qui est allé scanner ces diapositives, ces photos de l'époque pour me les confier pour le bouquin. Et il avait été absolument enchanté par le résultat, quoi. Donc voilà comment tout ça s'est fait. Comment on fait pour rencontrer quelqu'un comme Ray Harryhausen ou Douglas Trumbull? Comment on se sent à ce moment-là? Et puis, comment fait-on pour mettre de côté, parce que sans eux, je pense que, enfin, en tout cas, l'un d'entre eux, sans lui, le livre peut-être n'existerait pas. Comment on fait pour mettre de côté cette émotion-là et se concentrer, pour le coup, sur le professionnel? Alors, l'émotion est absolument impossible à maîtriser au début de l'entretien. Parce qu'évidemment, on est tellement content de les rencontrer qu'on se lâche un peu, évidemment en gardant une certaine, on va dire, dignité, entre guillemets. Mais après, ce qui est formidable, c'est que la passion vous aide à poser les bonnes questions. Et puis, comme vous connaissez bien la carrière de ces gens, ils en sont flattés et ça leur fait plaisir, sincèrement plaisir, parce que j'ai pu constater que bien souvent, on leur pose des questions bateaux, des questions qui montrent que la personne qui les interroge ne connaît pas forcément leur travail. C'est toujours un peu gênant. Donc, quand ils sont face à quelqu'un qui connaît leur travail, qui leur pose des bonnes questions, si j'ose dire, c'est-à-dire qui aborde des sujets qui vont vraiment leur permettre d'expliquer comment ils ont imaginé les choses, comment ils ont travaillé, ils en sont très contents. C'est la raison, par exemple, pour laquelle l'interview avec Rick Baker, qui est très très difficile à rencontrer, est aussi longue. C'est qu'en fait, je devais le rencontrer pendant 20 minutes parce qu'il devait faire une masterclass à Paris en venant dans une boutique de maquillage qui s'appelle MAC, qui sont des produits professionnels de maquillage, et il venait faire une démonstration. Donc, entre deux démonstrations, il avait un petit créneau et j'ai pu obtenir auprès de l'attaché de presse de cette société ce créneau de 20 minutes. Et donc, je suis arrivé, comme j'ai écrit des bouquins sur les jouets, vous voyez que je collectionne des jouets qui sont des jouets d'enfance, je lui ai apporté un de mes bouquins sur ce sujet, ça lui a plu, je lui ai fait une petite dédicace qui était au plus grand fabricant de jouets d'Hollywood, ça l'a amusé. Et puis la glace a été rompue et au lieu de durer 20 minutes, l'interview a duré 2h30. Et il a multiplié les anecdotes extraordinaires. Donc moi, ça m'a donné envie de creuser à chaque fois qu'il commençait à me raconter des anecdotes comme celle-là. Et à chaque fois, je voyais l'attaché de presse qui comprenait plus rien à la manière dont les choses se passaient, qui revenait vers Rick Baker et qui disait non, non, mais on va continuer. Ces questions sont bien, ces questions sont bien. Et voilà. Donc, ce sont des rencontres vraiment formidables. Et puis, comme je vous le disais, celle avec Harryhausen s'est poursuivie aussi de manière plus privée, puisque on a vraiment maintenu le lien au fil des années. La toute première fois que je l'ai rencontré, c'était grâce à mon ami Alain Carazé qui s'est occupé des séquences films de temps X. Et donc, à cette époque, je fabriquais déjà des maquettes et puis des masques d'extraterrestres pour les Bogdanov. Et Alain allait bientôt rencontrer Ray Harryhausen qui venait faire la promo du Choc des Titans à Paris. Et donc, c'est lors de cette promotion que j'ai pris contact avec lui et que ça s'est merveilleusement bien passé. Et qu'ensuite, Ray, très gentiment, m'a invité à venir lui rendre visite à Londres. Alors, c'est là que, donc, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai pu entrer dans son univers, faire plus ample connaissance avec lui et voir à quel point moi j'avais bien raison d'en avoir fait mon idole, parce que c'était non seulement un magicien, mais un magicien bienveillant et extrêmement gentil.
Quand on se retrouve face à ces personnes-là et qu'on a la possibilité d'avoir une conversation assez longue, ça, réconforte aussi dans l'idée que ce que l'on a toujours voulu faire et qu'on a fini par le faire d'ailleurs, c'est-à-dire donc participer à la création d'effets spéciaux, ça réconforte dans l'idée que, c'est un élément de mise en scène important et fondamental pour le cinéma. Absolument. Euh, Tout à l'heure, vous citiez donc parmi les 4 personnes dont je vous ai conseillé de lire les interviews, Dick Smith, donc le créateur des effets spéciaux du Parrain, d'Exorciste notamment, mais aussi de Taxi Driver. Dick Smith a inventé les effets spéciaux de maquillage pour Taxi Driver, pour la scène où Robert De Niro, qui a déjà sa coupe iroquoise à ce moment-là du Ouais. film, décide d'extraire Jodie Foster donc de son environnement de prostitution et mène une balade sanglante en tuant les gens qui sont ses Macs, etc. Et donc, dans cette scène-là, il y a des échanges de tirs et on voit une balle qui frôle le crâne de Travis, donc le personnage que joue De Niro, et on voit du sang qui coule. Alors, ça a l'air de rien parce qu'on s'est dit, bon, ok, De Niro s'est rasé les cheveux, et puis voilà, c'est un acteur qui s'implique complètement dans son rôle. Ben, oui, mais non, parce qu'en fait, il n'avait pas envie de s'impliquer au point de se raser complètement la tête pour jouer ces scènes-là. Ce qui veut dire que Dick Smith a mis au point un système, déjà pour les scènes précédentes, pour ne parler que de l'aspect crâne rasé, un système très sophistiqué de ce qu'on appelle un bowl cap, c'est-à-dire c'est une espèce de capuche qui va complètement entourer la tête en plaquant les cheveux sur le crâne. Et il l'a maquillé d'abord de façon extrêmement réaliste en multipliant des différences de teintes, etc., en dessinant le bleuté des veines sur les tempes, etc. Mais aussi, il a dispersé sur cette cagoule une peinture à base d'adhésif qu'il a inventée, qui s'appelle le Pax, parce que cette peinture, qui est un mélange de peinture acrylique et de colle acrylique, elle a la caractéristique de parfaitement adhérer sur les surfaces caoutchouteuses. C'est ce qui permettait à Dick Smith notamment de prépeindre des prothèses en mousse de latex avec cette peinture et ensuite d'appliquer pour faire les raccords la même peinture pour faire des raccords totalement invisibles. Donc, j'en reviens à cette capuche. Donc, De Niro, capuche, peinture Pax appliquée sur cette capuche, donc avec de l'adhésif. Et pendant que l'adhésif était en train de sécher, Dick Smith avait mis dans un petit récipient avec une buse des tout petits poils qu'il avait découpés avec des ciseaux, mais très très finement, et il soufflait comme ça, et ça vaporisait ces petits poils sur toute la surface du crâne, comme si les cheveux du personnage étaient déjà en train de pousser à nouveau. Et c'est ce qu'il fait en ajoutant le postiche évidemment de l'iroquoise de Niro, que tous les spectateurs ont été persuadés que De Niro avait vraiment coupé ses cheveux pour le film, puisqu'on voyait même les tout petits cheveux sur son crâne. Et pour la séquence de la balle qui frôle son crâne, eh bien, le système que De Niro portait, oui, que Dick Smith avait mis au point, c'était une espèce de petite prothèse greffée à l'intérieur du faux crâne, avec un système de découpe à base de cire et un filament, avec à l'intérieur un petit réservoir de sang. Et donc, au moment de la scène, Dick Smith, qui était juste derrière la caméra, tirait sur le filament, arrachait le petit couvercle de cire de couleur chair, et on avait l'impression de voir les staphylades arriver sur le crâne de Niro. Donc, Dick Smith, en ayant inventé ces effets spéciaux de maquillage, a participé aussi à la mise en scène du film. De la même manière que quand il a conçu le maquillage de vieillissement de Marlon Brando dans Le Parrain, alors que Brando ne voulait surtout pas passer des heures dans une loge de maquillage, il a co-créé le personnage, puisqu'il a créé l'aspect de Brando âgé. Et même chose pour le personnage de Regan dans Exorciste de la petite fille, parce que William Friedkin, le metteur en scène, avait des idées. Il a demandé différents looks à
Dick Smith qui a fait des tests, et donc il y a toute une batterie de différents designs qui sont reproduits dans mon bouquin, puisque Dick Smith avait eu la gentillesse de m'envoyer ses documents de travail, pour arriver finalement à cette idée géniale de garder les traits de la petite fille, mais comme si elle était infectée de l'intérieur, comme si son envoûtement, sa possession démoniaque était une maladie qui était en train d'envahir son corps. Et ça aussi, ça fait partie, je crois, vraiment de la mise en scène du film. On ne peut pas dissocier Exorciste de cet aspect totalement effrayant de cette petite fille, qui fait aussi que le film fonctionne si bien. Parce que quand on entre pour la première fois dans sa chambre et qu'on la voit avec les lèvres encore maculées d'une espèce de bouillie verte, etc., et qu'on voit ses yeux terrifiants et cette espèce de stigmate sur son visage, ça marche formidablement, quoi. On est tout de suite plongé dans une atmosphère terrifiante. Je vais donner l'intitulé des 5 chapitres de la table des matières de votre livre. Le premier chapitre, c'est l'aube des effets spéciaux. Le chapitre 2, le cinéma et la réalité manipulée. Le troisième chapitre s'intitule les effets spéciaux dans l'animation du pinceau au pixel. Le quatrième chapitre, c'est l'art de la métamorphose. Le cinquième chapitre, les grands trucages du petit écran. Et le chapitre 6, les attractions et les parcs à thème. Puis ensuite, il y a pas mal de renseignements au sujet de DVD, Blu-ray, les index, les adresses de voyage, etc. L'évolution des effets spéciaux depuis le début j'allais dire depuis l'âge préhistorique, parce que ça vous dérange pas de raconter cette petite anecdote sur ça ouvre d'ailleurs le livre, et après je vous poserai la question que je voulais vous poser. Oui, il y a toujours eu chez l'homme, même il y a très 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 longtemps, le désir de raconter des histoires. Alors, on sait que les chamans, à l'époque préhistorique, utilisaient les dessins pour inciter les chasseurs à revenir avec beaucoup de proies, quoi. Il y avait un rôle magique joué par ces représentations sur les murs des cavernes. Mais dans une caverne à Almeria, en Espagne, il y a ce dessin extraordinaire d'un sanglier qui est représenté avec 8 pattes. Et ces 8 pattes donnent l'impression de voir le sanglier qui galope. Donc on peut imaginer que sur les murs de cette caverne, surtout avec un feu qui crépite, cette illusion des pattes esquissées comme si elles étaient en train de bouger très très vite fonctionnait et était déjà une espèce de proto-effet spécial avant l'heure. Et puis après, dans l'Antiquité, on l'a oublié, hein, bien sûr, mais il y a eu des choses absolument extraordinaires dans le domaine des trucages, notamment du côté des Grecs dans l'Antiquité, qui avaient déjà découvert le principe de la vapeur et qui animaient des fontaines avec des automates grâce à la vapeur, en faisant bouillir des cuves remplies d'eau et en mettant au-dessus de ces cuves des espèces d'entonnoirs de cuir reliés à des tuyaux. Ça leur permettait donc, en accumulant la pression comme ça, de déplacer les membres ou les têtes de figures qui représentaient les dieux de l'Antiquité. Et ils avaient aussi découvert tout un tas de mécanismes à base de systèmes par exemple, de sablier. Je reproduis dans le livre une reconstitution formidable d'un théâtre automatique qui a été recréé par un grand spécialiste de la mécanique antique grecque qui a créé un musée là-bas. Et ce théâtre mécanique, il fonctionne en fait avec un système de goupilles. Il est posé sur une petite colonne et il représente une espèce de temple grec avec des portes fermées. Et en retirant la goupille, à l'intérieur de la colonne creuse, du sable coule. Et au-dessus du sable, il y a une masse en plomb sur laquelle sont attachés des petits fils reliés à tout un ensemble de poulies. Et le simple fait que le sable descende tout à fait lentement à l'intérieur de cette colonne creuse va permettre de tirer sur les fils de ces poulies et d'animer à l'intérieur du temple tout un tas de mécanismes, comme s'il y avait des machinistes de théâtre qui œuvraient en coulisses, mais simplement à l'échelle miniature. Et donc,
En retirant la goupille, les portes du temple s'ouvrent, on voit déjà une première toile peinte, et on raconte toute une histoire avec une déesse qui se venge de la mort de son fils mortel, tué par un guerrier en anéantissant sa flotte. Et on voit donc la déesse, on voit le chantier de construction des navires du personnage qui va être sur lequel la vengeance de la déesse va s'exercer. Puis ensuite, on voit la mer avec des dauphins qui jaillissent des flots, on voit les bateaux qui avancent, puis on voit encore un autre tableau avec les bateaux détruits, le tonnerre qui s'abat, et tout ça avec une goupille et du sable qui file comme dans un sablier. Donc voilà, tout ça pour dire que les effets spéciaux avant le cinéma ont existé, et certains étaient vraiment déjà très très spectaculaires. Il y avait même des statues géantes que les prêtres égyptiens arrivaient à faire bouger en détournant le cours de certains ruisseaux ou de rivières et en accumulant dans des cuves suffisamment de poids d'eau pour pouvoir déplacer des visages, donner l'impression que des bouches de statues s'ouvraient, et pour pouvoir faire vivre les statues des dieux et avoir un impact évidemment extraordinaire auprès des fidèles réunis dans le temple à ce moment-là. Les effets spéciaux, paradoxalement, sont là aussi pour nous montrer que finalement tout est rationnel. Tout est rationnel. Oui. Paradoxalement. Tout à fait. Même si les effets spéciaux souvent provoquent en nous des émotions qui sont proches de celles qu'on ressentirait si on était témoin d'événements surnaturels. L'évolution des effets spéciaux, je ne dis pas la progression, la régression, je dis vraiment l'évolution des effets spéciaux. Est-ce que ça a un lien direct aussi avec l'évolution du cinéma? Et là, pour le coup, du cinéma américain, parce que c'était essentiellement dans cette géographie-là du monde cinématographique. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ben, déjà pour revenir un peu au cinéma français, Méliès, en créant des divertissements qu'il appelait fantasmagorie, utilisait son savoir-faire de magicien pour proposer à des gens dans les fêtes foraines, un peu partout dans les cinémas où étaient diffusés ces films, des divertissements avec de nouvelles techniques. Donc, il inventait des choses pour le cinéma qui étaient basées sur son savoir-faire de magicien de musical, et il inventait donc un nouveau langage grâce à ça. Ça a ouvert les portes de l'imaginaire aussi au cinéma, puisque il faut se rappeler qu'au départ, les premiers films qui étaient exploités étaient surtout des choses qui reproduisaient le réel. C'était pour les frères Lumière, le cinéma, vraiment une manière d'enregistrer la sortie des ouvriers des usines Meulière, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, bref, de reproduire le réel, une partie de carte, etc. C'est seulement au bout d'un moment qu'on s'est dit, mais quand même, on pourrait utiliser ça pour raconter des histoires. Et quitte à raconter des histoires, pourquoi ne pas les raconter avec des trucages pour les embellir encore davantage. Et donc les effets spéciaux sont apparus pour aider les cinéastes à raconter des histoires de plus en plus ambitieuses. Assez rapidement, on est arrivé à des féeries comme Le voleur de Bagdad, ou à des films de science-fiction très ambitieux comme le Métropolis de Fritz Lang, ou dans le domaine des films d'aventure, Le Monde perdu, avec les premiers trucages pour un long métrage de Willis O'Brien qui allait faire après le King Kong en 1933. Voilà, donc les effets spéciaux ont accompagné l'ambition des cinéastes, les histoires qu'on pouvait raconter. Et par exemple, dans le domaine des reconstitutions historiques, quand on a fait des films d'époque, on était limité en studio par des choses toutes bêtes. Par exemple, quand on devait photographier, filmer une grande salle de bal avec des grands murs et des lustres, etc., si on construisait un décor avec un plafond et des lustres, on ne pouvait plus éclairer les acteurs. Donc, ça voulait dire qu'il fallait construire un décor uniquement avec des murs, des grandes portes, des meubles du plateau, mais que le plafond, en fait, c'était un grill sur lequel étaient accrochés tous les projecteurs et qu'il fallait trouver un moyen d'effacer ça dans les plans larges. Et c'est notamment pour cela qu'on a inventé la technique de la peinture sur verre, qui consistait à mettre une plaque de verre devant la caméra et à demander à un artiste spécialisé dans les illustrations hyperréalistes de regarder dans l'œilleton de la caméra et à peindre, tout en regardant dans l'œilleton de la caméra, tout ce qui manquait dans l'image. Et autrement dit, pour reprendre l'exemple de la salle de bal, il pouvait peindre
sur la plaque de verre le plafond qui n'existait pas, le lustre qui n'était pas là, donner l'impression que le lustre était lumineux. Et quand on voit l'image dans le film, eh bien, l'illusion fonctionne absolument parfaitement. Les acteurs sont bien éclairés par la lumière qui vient du plafond, mais il s'agit des projecteurs qui ont été dissimulés par le lustre peint. Et de la même manière, quand on montrait dans la première adaptation de Quasimodo de Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Notre-Dame, il pouvait s'agir soit de maquettes, soit de peinture sur verre, parce que les scènes tournées en plateau étaient complétées de cette manière-là. Ça permettait aussi d'avoir des plans très larges de Paris, avec des maisons du Moyen-Âge peintes par ces grands artistes. Voilà, donc tout ça, toute cette évolution a continué. Elle a été souvent boostée par la popularité des films de science-fiction, surtout pendant les périodes de crise, puisqu'on a vu que bien souvent la science-fiction reflétait les angoisses des époques. Et donc, quand on a fait intervenir des extraterrestres, il fallait les construire. Quand on a dû montrer des soucoupes volantes ou des engins merveilleux, enfin, dans leur aspect, comme des rencontres du troisième type, il a fallu aussi trouver de nouvelles solutions. Tout comme pour 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick, tout comme Star Wars dans un autre registre. Voilà, ça s'est fait par bonds successifs. Et ce sont les sujets qui ont poussé les gens à inventer. Et beaucoup de cinéastes ont joué un rôle très important dans ce domaine. Je pense évidemment, bien sûr, à George Lucas, qui s'est donné les moyens en créant ILM d'avoir un studio qui allait innover pour pratiquement tout le reste d'Hollywood, puisque c'est là que sont nées énormément de nouvelles méthodes pour créer des effets visuels, des effets spéciaux. Et puis ensuite, James Cameron est arrivé, ayant lui-même une très très bonne connaissance des effets spéciaux, puisqu'il en créait pour les productions de Roger Cameron. Il a aussi poussé les studios existants. De Roger Corman, vous voulez dire? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, de Roger Corman, oui, pardon. Donc, il a été vraiment l'assistant couteau suisse de Roger Corman pour beaucoup de films, construisant des maquettes, réalisant des peintures sur verre, créant des designs, etc. Et ça lui a été bigrement utile quand il a fait plus tard des films comme Aliens, tournés en Angleterre, qui n'avaient pas un budget aussi incroyable qu'on pourrait le croire en voyant le film, mais dont il a vraiment utilisé le moindre dollar pour qu'il soit visible à l'écran. Voilà. Et puis, évidemment, il y a eu aussi Weta, il y a eu toutes les initiatives en matière d'image de synthèse, tous les pionniers qui ont œuvré dans cette direction-là, et ça se poursuit encore aujourd'hui avec des tas d'autres innovations. Alors, je rappelle cette espèce de bille, pardon, je le montre mal, alors, parce que c'est un peu flou. Voilà, comme ça, voilà. C'est effets spéciaux de siècles d'histoire, c'est édité chez Bragelonne. Bien évidemment, et je le disais hors caméra à mon invité, hein, hors de question, on ne peut pas avoir l'outrecuidance de croire qu'on va parler de tout en moins de 50 minutes, c'est pas possible. Donc il faut être curieux, il faut vous le procurer. J'ai une dernière question à vous poser. Je peux pas ne pas la poser. C'est par rapport à votre rapport, votre sentiment aux effets spéciaux, comment le cinéma aujourd'hui dans sa globalité, comment il est questionné par le prisme des effets spéciaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais que les metteurs en scène, surtout ceux qui cherchent l'authenticité et la crédibilité dans leurs projets, sont de plus en plus soucieux que les effets 3D soient parfaitement maîtrisés. Parce que la 3D a tellement envahi le monde du trucage que quelquefois on a pu voir des images de synthèse qui n'étaient pas tout à fait convaincantes. Et si elles ne sont pas convaincantes, c'est parce qu'on le remarque, surtout dans un cadre qui est censé être un cadre réaliste. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui savent faire des effets spéciaux de très très grande qualité en y mettant le temps, l'argent, le nombre d'heures de travail nécessaires. Mais il faut aussi le flair d'un metteur en scène, le flair de techniciens qui sont aussi des artistes en coulisses pour que ça fonctionne. Et je suis assez content de voir depuis quelque temps qu'il y a à nouveau une espèce de nouvelle méfiance et d'exigence vis-à-vis de la synthèse qui ne peut être que vertueuse parce qu'elle va pousser les gens qui œuvrent dans ce domaine-là à être eux-mêmes, à réclamer plus de temps pour faire les choses et à être eux-mêmes plus exigeants vis-à-vis de leur travail.
Parce que il faut savoir que les studios souvent leur imposent des délais qui sont pratiquement impossibles à tenir. Quelquefois, certains réalisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent du premier coup, et tâtonner en demandant à un studio de faire d'abord quelque chose, puis ensuite autre chose, et puis ensuite à nouveau autre chose, ce sont des heures de travail qui sont des centaines d'heures de travail qui sont utilisées pour quelque chose qui ne sera pas vu par les spectateurs au final. Et quand on est dans ce genre de situation, et beaucoup de responsables de studios m'en ont parlé, c'est terrible parce que le studio perd de l'argent et il ne reste plus suffisamment de temps au bout du bout. Une fois que le réalisateur sait vraiment ce qu'il veut pour finaliser le plan. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que grâce à cette espèce de remise à zéro de toutes les techniques qui existent, les techniques dites traditionnelles, alors qu'en fait elles ont continué à évoluer toutes ces dernières années, sont tout à fait revenus. Les gens qui fabriquaient des maquillages traditionnels avec des prothèses sont passés à de nouveaux matériaux comme les silicones, à de nouvelles méthodes de sculpture de prothèses et de moulage à base d'impression 3D, etc. Même chose pour les personnages animatroniques qui, maintenant, dans les mécanismes, sont préparés en images de synthèse avec de la CAO, de la conception assistée par ordinateur, pour pouvoir même animer des personnages tout petits comme le personnage de Grogu dans la série Le Mandalorian, la série Star Wars de Mandalorian. Grogu, oui. Il a une tête à peine grande comme mon poing. Donc on imagine que dans une tête de cette taille-là, ajouter des mécanismes qui permettent à ses oreilles de monter ou de descendre, à sa bouche de s'ouvrir, à ses yeux de tourner à droite, à gauche, en haut, en bas, et à ses paupières de cligner, c'est un véritable puzzle à l'intérieur. Donc voilà, les gens qui sont les détenteurs de tous ces savoir-faire merveilleux issus des effets spéciaux traditionnels ont à nouveau le vent en poupe, et les réalisateurs maintenant se rendent compte que tous les outils sont intéressants et qu'il faut, comme un bon chef d'orchestre, bien choisir ses solistes dans un orchestre et les faire fonctionner tous ensemble pour que la vision du film soit la plus accomplie possible. Effets spéciaux, 2 siècles d'histoire, édité chez Bragelonne. Tout est dans le descriptif de cette vidéo, si vous voulez vous le procurer. Merci beaucoup, Pascal Pinto, d'avoir pris le temps de dire 2-3 petites choses comme ça, sur les effets spéciaux, sur votre rapport aussi à ce cinéma. C'était vraiment un plaisir, et vous revenez quand vous voulez, en tout cas. Et promis, la prochaine fois, je serai plus studieux. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Merci beaucoup, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.